Je m'appelle Shirley Miller, j'ai 62 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant très longtemps parce qu'elle était trop douloureuse à raconter. Mais aujourd'hui, je sens que je dois le faire. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que le silence a aussi ses moments, et que la dignité n'est jamais perdue si vous la portez en vous. Tout a commencé un dimanche après-midi. Ma belle-fille, Gabriella, a organisé un dîner de famille chez moi. Oui, dans la maison où je vivais avec mon fils, Robert, depuis le décès de mon mari il y a 5 ans. Gabriella était mariée avec lui depuis 3 ans. Et moi, j'avais essayé d'être la belle-mère parfaite. Celle qui ne donne pas d'avis. Celle qui ne se met pas en travers. Celle qui sourit même quand quelque chose se brise à l'intérieur. Cet après-midi-là, elle est entrée dans la cuisine pendant que je coupais du persil pour le riz. Elle portait une robe couleur vin, des talons hauts et ce regard que je connaissais bien. Le regard qui dit « Ce n'est pas ta place, Shirley ». Elle m'a dit avec un sourire froid « Je veux que ce dîner soit spécial ce soir. Mes parents viennent. Mes frères et sœurs viennent. C'est important pour moi, alors tu ferais mieux de ne t'occuper de rien. Je m'en chargerai. » J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. J'ai passé l'après-midi dans ma chambre. J'entendais des rires, le tintement des verres, de la musique douce. Personne ne m'a appelé. À 20h, quand l'odeur du chili mijoté a envahi toute la maison, j'ai jeté un coup d'œil discrètement. La table était dressée avec mes nappes brodées, mes assiettes en porcelaine, les bougies que j'avais achetées il y a des années pour les grandes occasions, mais ma chaise n'était pas là. Gabriella m'a vu depuis la salle à manger. Elle s'est approchée lentement comme quelqu'un sur le point de donner un ordre à un employé. « Shirley, c'est mieux si tu dînes dans la cuisine. Aujourd'hui, je veux seulement ma famille à table. » Je suis resté immobile. Et puis elle l'a dit plus fort pour que tout le monde entende, « Va manger dans la cuisine, vieille femme désordonnée. Je veux seulement ma famille à table. » Le silence était si lourd que j'ai eu l'impression que toute la maison s'était arrêtée. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré le tablier brodé que ma mère m'avait offert il y a 40 ans. Celui-là même que j'utilisais pour préparer le petit déjeuner de Robert quand il était petit garçon. Celui qui sentait le café et les petits pains à la cannelle les matins froids. Et j'ai fait demi-tour. J'ai marché vers la cuisine la tête haute, mais à ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Robert était arrivé. Parfois, nous faisons trop confiance à ceux à qui nous ne devrions pas. Avez-vous aussi été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je veux vous lire. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois vous faire comprendre ce qu'était ma vie avant l'arrivée de Gabriella. Parce qu'on n'apprécie pas la paix avant de l'avoir perdue. Robert est né quand j'avais 25 ans. Son père, Henri, était un homme de peu de mots mais aux mains laborieuses. Nous avions une vie simple. Nous n'avions pas d'excès, mais nous ne manquions de rien. Chaque matin, je me levais à 5 heures pour préparer le café à la cannelle, celui qu'Henri aimait boire chaud en lisant le journal sur la véranda. Robert se réveillait avec cette odeur. Il disait que c'était l'odeur de la maison. Je me souviens quand Robert avait 7 ans et m'aidait à faire des biscuits au bas-beurre. Il mettait mon tablier, ce même tablier que j'utilise encore, et ses petites mains étaient couvertes de pâte. Il riait. Je riais. Henri nous regardait depuis le pas de la porte et souriait sans rien dire. Ces moments n'avaient pas besoin de mots. Quand Robert a eu 18 ans, Henri est mort d'une crise cardiaque. C'était un mardi après-midi. Nous plantions du basilic dans le jardin. Il a posé sa main sur sa poitrine, m'a regardé, et il est parti. Juste comme ça. Si cruellement. Robert m'a serré dans ses bras cette nuit-là et m'a dit, « Maman, je vais m'occuper des choses. Tu n'es pas seul. » Et il a tenu parole. Il travaillait en double poste à l'usine, étudiait la nuit et a obtenu son diplôme d'ingénieur. Je n'ai jamais manqué de rien. Il ne m'a jamais laissé sentir que j'étais un fardeau. Les dimanches, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Il me racontait ses projets, ses rêves. Je servais son café comme il l'aimait, avec peu de sucre et beaucoup d'amour. La maison sentait le propre, la soupe au poulet les vendredis, le linge fraîchement repassé. L'après-midi, j'arrosais les plantes en écoutant la radio. Ma voisine Marie-Lou venait prendre le thé. Nous parlions de tout et de rien.
La vie était simple. La vie était bonne. Puis Robert a rencontré Gabriella. Il est rentré un samedi avec ce sourire idiot que les hommes ont quand ils tombent amoureux. Il me l'a présenté dans le salon. Elle portait une robe moulante, un parfum fort et de longs ongles peints en rouge. Elle m'a serré la main sans me regarder dans les yeux. Enchantée, Shirley, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je lui ai fait du café. Elle n'y a pas touché. Robert était si heureux qu'il ne voyait pas ce que je voyais. Ce regard qui scrutait ma maison comme pour en calculer la valeur. Cette façon de s'asseoir dans le fauteuil d'Henri comme s'il était déjà à elle. Mais je gardais le silence parce qu'une mère veut voir son fils heureux. Et parfois, par amour, vous fermez les yeux sur ce que vous savez déjà. Les mois suivants furent rapides. Sortie, mariage, lune de miel. Gabriella a emménagé chez moi. Robert m'a dit que c'était temporaire, le temps d'économiser pour acheter leur propre logement. J'ai accepté. C'était mon fils. C'était mon devoir. Mais dès le premier jour, quelque chose a changé. L'odeur du café à la cannelle a été remplacée par des capsules de machine. Mes plantes de terrasse ont été déplacées parce qu'elles gênaient. Ma radio a été éteinte parce qu'elle faisait du bruit. Et ma place à table a commencé à paraître de plus en plus petite. Je me répétais, c'est juste une phase. Ils vont s'habituer. Tout ira bien. Mais les choses n'allaient pas bien. Et ce soir-là, au dîner, tout a explosé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Les fissures n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles grandissent lentement, comme les racines des arbres qui brisent le béton sans bruit. Au début, c'était de petites choses. Si petites que je me disais, j'exagère. C'est moi qui suis difficile. Un matin, je suis descendu pour le petit déjeuner et j'ai trouvé la cuisine fermée à clé. Gabriella est sortie de sa chambre dans un peignoir en soie et m'a dit, « Shirley, tu as tout laissé en désordre la nuit dernière. C'est mieux si je m'occupe de la cuisine désormais. Repose-toi. » J'avais lavé, séché et tout rangé. Mais je n'ai rien dit. Robert était déjà parti au travail. Il partait de plus en plus tôt. Il rentrait de plus en plus tard. Un autre jour, Marie-Lou est venue me rendre visite. Elle a frappé à la porte comme elle le faisait toujours les jeudis. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu Gabriella ouvrir. « Shirley, non. Elle ne peut pas te voir. Elle est occupée. Mieux vaut un autre jour. » Et elle a fermé la porte. Marie-Lou n'est jamais revenue. Mes plantes, celles dont je m'étais occupé pendant des années, ont été jetées à la poubelle un samedi matin. Gabriella a dit qu'elles attiraient les moustiques. Robert a hoché la tête sans me regarder. J'ai sauvé un pot de géranium rouge de la poubelle et je l'ai gardé dans ma chambre. Je l'arrosais avec les larmes que je ne m'autorisais pas à verser devant eux. J'ai commencé à moins cuisiner. Gabriella disait que ma nourriture était trop grasse ou trop simple. Elle commandait à emporter. Robert mangeait sans rien dire. Je mangeais seul dans ma chambre, assise au bord du lit, portant mon tablier, même si je ne cuisinais plus. Une nuit, j'ai entendu des voix dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil sans faire de bruit. « Chérie, ta mère doit comprendre que cette maison est à nous maintenant, » disait Gabriella. Elle ne peut pas continuer à faire ce qu'elle veut. Ce n'est plus sa maison. Robert a soupiré. Donne-lui du temps, Gabi. Elle a traversé beaucoup de choses. Et moi alors? Je n'ai pas le droit de me sentir à l'aise dans ma propre maison. Silence. Puis la voix de Robert, fatigué, je vais lui parler, mais il ne l'a jamais fait. J'ai commencé à sortir de ma chambre seulement quand c'était nécessaire. Je marchais dans la maison comme un fantôme. Parfois, Gabriella me regardait et souriait. Mais ce sourire n'était pas gentil. C'était un sourire qui disait, j'ai gagné. Les dimanches, nous ne prenions plus le petit déjeuner ensemble. Robert dormait tard. Gabriella sortait avec ses amis. Je restais dans ma chambre, regardant par la fenêtre, caressant mon tablier, me rappelant quand cette maison sentait la cannelle et non le parfum cher. Un après-midi, j'ai trouvé une boîte dans le couloir. À l'intérieur, il y avait mes affaires. Des photographies d'Henri,
les livres qu'il m'avait offerts, le rosaire de ma mère, mes nappes brodées. J'ai interrogé Gabriella à ce sujet. Nous avons juste besoin d'espace, Shirley. Ne t'inquiète pas, tout est là. Nous avons juste rangé. Ils avaient mis ma vie dans une boîte. Et j'ai continué à garder le silence parce que je pensais que si je me faisais plus petite, si je prenais moins de place, si je cessais d'exister un peu chaque jour, peut-être pourrais-je rester près de mon fils. Peut-être se souviendrait-il de qui j'étais. Peut-être me verrait-il à nouveau. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Et ce soir-là, quand Gabriella a organisé le dîner, j'ai su que quelque chose allait se briser pour toujours. Il y a une différence entre être patiente et être lâche. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Durant ces mois, je m'étais convaincu que tout était de ma faute. C'est moi qui ne sais pas m'adapter, me disais-je devant le miroir. C'est moi qui m'accroche au passé. Je regardais mon reflet et je ne reconnaissais plus la femme que j'avais été. Mes yeux étaient fatigués. Mon dos voûté. Ma voix existait à peine. J'ai décidé de faire un dernier effort pour être la belle-mère dont Gabriella avait besoin. Celle qui ne se met pas en travers. Celle qui aide sans être vue. Quand j'ai su qu'elle organisait le dîner du dimanche, j'ai proposé, Gabriella, si tu veux, je peux faire le chili. C'est la recette de ma grand-mère. Robert adore ça. Elle n'a même pas quitté son téléphone des yeux. Non, Shirley. J'ai déjà tout commandé par traiteur. De la nourriture professionnelle, tu sais. Je ne veux pas que mes parents pensent que nous mangeons mal. J'ai avalé ma salive. Puis-je aider à dresser la table alors? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Repose-toi. Repose-toi. Ce mot encore, comme si j'étais une vieille femme invalide et non une femme de 62 ans qui pouvait encore faire des biscuits au bas-beurre de ses mains. Le samedi soir, pendant qu'il dormait, je suis descendu à la cuisine. J'ai sorti mon tablier, celui brodé que ma mère avait fait de ses propres mains, et j'ai nettoyé chaque coin. J'ai lavé la vaisselle, arrangé les fleurs du jardin qui restaient. J'ai poli les couverts en argent qui appartenaient à ma belle-mère. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que Gabriella voie que je pouvais être utile, que je méritais une place dans cette maison. Quand j'ai fini, il était 4 heures du matin. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé, regardant mon travail. Tout brillait. Tout sentait le propre. J'ai senti un instant que j'avais récupéré un petit morceau de ma maison. Le dimanche après-midi, Gabriella est entrée dans la cuisine. Elle a vu que tout était propre et a froncé les sourcils. « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai hoché la tête, espérant un merci. « Shirley, je t'avais demandé de te reposer. Je n'ai pas besoin de ton aide. En plus, tu as tout déplacé. Maintenant, je ne trouve plus rien. » Et elle est partie. Je suis resté là, portant le tablier, me sentant plus invisible que jamais. À 18 heures, les invités ont commencé à arriver. Les parents de Gabriella, ses frères, sa sœur avec son mari. Ils sont entrés chez moi comme si c'était chez eux. Personne ne m'a salué. Personne ne m'a demandé de mes nouvelles. Je suis resté dans ma chambre, écoutant les rires, le tintement des verres, le bruit des talons sur le parquet. Robert était en retard pour rentrer du travail. Gabriella l'avait appelé 3 fois. Je le savais parce que j'entendais sa voix agacée au téléphone. « Robert, tout le monde t'attend. Où es-tu » J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. J'ai vu les lumières de la salle à manger allumées. J'ai vu la table dressée avec mes nappes, mes assiettes, mes bougies. J'ai vu Gabriella rire avec sa famille, montrant la maison comme si elle l'avait décorée elle-même. Et puis, je l'ai vue. Ma chaise manquait. J'ai compté les chaises autour de la table. 9. Tout le monde était assis, mais ma place n'existait pas. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais je me disais encore, peut-être ont-ils oublié. Peut-être puis-je m'asseoir ailleurs. Peut-être. Je suis descendu lentement, portant mon tablier. Je suis arrivé dans la salle à manger au moment où ils servaient le dîner. Gabriella m'a vu, son visage a changé, et puis elle a dit avec cette voix froide que je connaissais déjà, « Shirley, c'est mieux si tu dînes dans la cuisine. Aujourd'hui, je veux seulement ma famille à table. » Le silence était si lourd que j'ai senti l'air devenir solide, et puis plus fort,
pour que tout le monde entende, va manger dans la cuisine, vieille femme désordonnée. Je veux seulement ma famille à table. Les invités ont baissé les yeux. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. J'ai serré mon tablier. J'ai senti mes genoux trembler. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait demi-tour. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Robert était arrivé. Je me demande encore si j'ai bien fait de rester silencieux si longtemps. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parfois, vous pensez connaître votre fils et puis vous découvrez que vous le connaissiez mieux que vous ne le pensiez. Robert est entré avec son porte-documents à la main. Sa cravate était desserrée. Ses cheveux ébouriffés. Ce regard fatigué qu'il portait ces derniers temps chaque soir. Mais quand ses yeux ont balayé la scène, quelque chose a changé sur son visage. Il m'a vu debout dans l'encadrement de la porte de la salle à manger avec mon tablier brodé, mes mains serrées, mon dos droit, mais mes yeux mouillés. Il a vu Gabriella assise au bout de la table, à la place où mon mari s'asseyait, avec ce sourire tendu sur ses lèvres. Il a vu les invités regarder leurs assiettes, mal à l'aise, et il a vu ma chaise, qui manquait. Il a fermé la porte lentement. Personne n'a rien dit. Gabriella s'est levée rapidement, lissant sa robe. « Chérie, tu es enfin arrivée. Nous commencions tout juste le dîner. Viens, assieds-toi. J'ai gardé ta place. » Robert n'a pas bougé. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» a-t-il demandé d'une voix calme. Trop calme. « Rien, chérie. Tu connais ta maman? Elle préfère dîner dans la cuisine. Elle est plus à l'aise là-bas, n'est-ce pas, Shirley? » Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas hoché la tête non plus. Robert a posé son porte-documents par terre. Il a lentement enlevé sa cravate. Il a marché vers moi. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des mois. Quelque chose qui me rappelait le petit garçon de 7 ans qui défendait les plus jeunes à l'école. Quelque chose qui me rappelait son père. « Rien, fils. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà mangé. » J'ai menti. « Maman, a-t-il répété, qu'est-ce qui s'est passé ?» Gabriella a interrompu d'une voix plus tranchante. « Robert, ne fais pas de scène. C'est juste le dîner. Ta mère comprend qu'aujourd'hui, nous avions besoin d'espace pour ma famille. » « Ta famille, a dit Robert en se tournant vers elle. « Ta famille ?» Gabriella a ri nerveusement. « Oui, chérie. Mes parents, mes frères et sœurs. C'est un dîner spécial. Ta mère comprend. » Robert a regardé la table. Il a compté les chaises. Puis il a regardé Gabriella. « Où est la chaise de ma mère? » Chérie, elle ne tiendrait pas. Il y a trop de monde. « Et où est la chaise de ma mère ?» a-t-il répété plus fort. Le silence est devenu lourd. L'un des frères de Gabriella s'est raclé la gorge. Sa mère a ajusté sa serviette, mal à l'aise. Gabriella a essayé de rire. « Robert, n'exagère pas. C'est juste un dîner. Nous pourrons en parler plus tard. »« Gabi, » a dit Robert, et sa voix était de glace. « As-tu dit à ma mère d'aller manger dans la cuisine ?» Le silence était assourdissant. Je pensais juste que oui ou non. Gabriella a avalé sa salive. Ses yeux brillaient d'une rage contenue. « Oui, je lui ai dit. »« Et alors ? C'est ma maison aussi. J'ai le droit de décider. » Robert a levé la main, non pas pour frapper, juste pour demander le silence. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Si elle ne mange pas ici, personne ne mange. » Gabriella est devenue pâle. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Robert a marché vers le bout de la table où Gabriella était assise. Il a tiré la chaise fermement. « Lève-toi, Robert. Tu exagères. Lève-toi. » Gabriella s'est levée, tremblante de rage et d'humiliation. Ses parents regardaient le sol. Ses frères et sœurs n'osaient pas bouger. Robert a pris la chaise et l'a apportée là où je me tenais. Il l'a placée devant moi. « Assieds-toi, maman. »« Fils, ce n'est pas nécessaire. Assieds-toi. » Je me suis assise. Mes mains tremblaient sur mon tablier. Robert m'a conduite au bout de la table.
Il m'a fait asseoir à la place d'honneur, celle qui était toujours la mienne quand son père était en vie. Et puis il a fait quelque chose qui m'a brisé le cœur et l'a guéri en même temps. Il a pris une assiette. Il a servi du riz, du chili, du pain de maïs. De ses propres mains, comme quand il était petit garçon et que je lui apprenais à se servir, il l'a mis devant moi, mange, maman. C'est ta maison. Cela a toujours été ta maison. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes de douleur. Gabriela restait immobile, les poings serrés. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes de rage, d'humiliation, de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle a couru vers la chambre. Elle a claqué la porte. Les invités ont commencé à se lever, marmonnant des excuses, il est tard. Nous devons y aller. Merci pour le dîner. Personne ne regardait personne. En 5 minutes, tout le monde était parti. Robert s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main, pardonne-moi, maman. J'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste serré sa main. Et là, à cette table, dans cette maison qui avait été témoin de tant de souffrances, nous avons mangé ensemble comme avant, comme cela aurait toujours dû être. Mais je savais que ce n'était pas fini. Pendant que je raconte tout cela, je me demande où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Il y a des vérités que vous ne voulez pas voir, et il y a des vérités qui, quand vous les voyez enfin, changent tout. Cette nuit-là, après avoir mangé, Robert a fait la vaisselle. J'ai essayé de l'aider, mais il m'a dit, « Maman, repose-toi. Je m'en occuperai. Repose-toi. » Mais cette fois, les mots sonnaient différemment. Non pas comme un ordre, mais comme de l'affection. Je me suis assise dans le salon, portant toujours mon tablier, écoutant l'eau couler dans la cuisine. La maison était silencieuse. Gabriela n'était pas sortie de la chambre, et moi je ne savais pas quoi ressentir. D'un côté, je ressentais un profond soulagement. Mon fils m'avait défendu. Mon fils m'avait vu. De l'autre, je ressentais de la peur. Peur de ce qui allait arriver. Peur que cette guerre ne fasse que commencer. Robert est sorti de la cuisine en s'essuyant les mains. Il s'est assis à côté de moi, « Maman, je dois te parler. » J'ai hoché la tête. Je ne me rendais pas compte à quel point tu passais un mauvais moment. Je ne sais pas comment j'ai pu être si aveugle. Gabi m'a dit que tu préférais être seul, que tu ne voulais plus trop socialiser, que c'était juste une question d'âge. Et moi je l'ai cru. Ses yeux étaient rouges, pardonne-moi. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon fils. Tu travailles dur. Non, maman. Je dois me pardonner. Tu es ma mère. Tu m'as élevé seul après la mort de mon père. Tu as travaillé à nettoyer des maisons pour que je puisse aller à l'école. Tu penses que je ne m'en souviens pas? Je me souviens de tout. Et je t'ai remboursé en te laissant être humilié dans ta propre maison. Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur la sienne, Robert, tu aimes Gabriela. C'est ta femme. Je comprends. Mais tu es mon fils. Nous sommes restés en silence. Un silence rempli de tout ce que nous n'avions pas dit depuis des mois. Puis nous avons entendu des pas. Gabriela est sortie de la chambre. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage étalé. Elle nous a regardés depuis le couloir, « Vous avez fini avec votre drame ?» Robert s'est levé, « Gabi, nous devons parler. » Non, vous avez assez parlé. Tu m'as ridiculisé devant ma famille. Tu sais à quel point j'étais embarrassé? À quel point tu étais embarrassé? Robert a élevé la voix. Et à quel point tu as rendu ma mère embarrassée? Gabriela a ri. Mais ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire amer rempli de venin, ta maman. Toujours ta maman. Tu sais quel est le problème, Robert? Tu m'as épousé, mais tu n'as jamais cessé d'être un fils à maman. Cela n'a rien à voir avec. Cela a tout à voir avec ça, a crié Gabriela. Je ne t'ai pas épousé pour vivre avec ta mère. Je ne t'ai pas épousé pour être la deuxième dans cette maison. Je ne t'ai pas épousé pour avoir une belle-mère qui m'observe, qui me juge, qui fait tout mieux que moi. Personne ne te juge, Gabriela, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé avec une haine pure,
tu es toujours là avec ton tablier et ton visage de victime. Oh, je suis la pauvre petite veuve. Oh, personne ne m'aime. Oh, mon fils m'a abandonné. Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais? Tout ce que tu fais, c'est pour que Robert ait pitié de toi. Pour qu'il me voie comme la méchante afin qu'il continue d'être ton petit garçon. Gabi, ça suffit, a dit Robert. Non, tu sais quoi? J'en ai assez. Assez de vivre dans cette vieille maison. Assez de dormir dans le lit où tes parents ont dormi. Assez d'utiliser la vaisselle de ta grand-mère. Assez que tout, absolument tout, ici sente comme elle. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Gabriella a continué, et les mots sortaient comme des poignards. Quand nous nous sommes mariés, tu m'as promis que nous aurions notre propre maison, que nous construirions quelque chose de nouveau. Mais non, nous voilà ici dans sa maison avec ses règles, avec son fantôme dans chaque coin. Cette maison est à ma mère, a dit Robert. Cela l'a toujours été. Oh, ouais. Et qui paie la facture d'électricité? Qui paie la facture d'eau? Qui paie les courses? Toi, Robert. Tu paies pour tout. Alors, à qui appartient vraiment cette maison? Robert est devenu pâle. Je me suis levé lentement. Gabriella, si vivre ici te dérange tant, je peux partir. Je peux trouver un petit endroit. Et non, a crié Robert. Maman, tu ne vas nulle part. C'est ta maison et si quelqu'un doit partir. Mais il n'a pas fini sa phrase. Gabriella a souri d'un sourire cruel. Tu vas me mettre à la porte, Robert? Ta femme, la femme que tu aimes? Robert a regardé le sol. Et dans ce silence, j'ai tout vu. J'ai vu mon fils divisé entre deux amours. J'ai vu sa douleur. J'ai vu sa culpabilité. Je pensais que tu m'aimais, a murmuré Gabriella. Et maintenant, sa voix tremblait, je pensais que j'étais ta priorité. Et tu le es. Mais. Il n'y a pas de mais, Robert. Tu es soit avec moi, soit avec elle. Décide-toi. Et elle est sortie de la maison en claquant la porte. Robert s'est effondré dans le fauteuil. Il a mis son visage dans ses mains. Je suis resté, serrant mon tablier, sentant que je venais de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir, quelque chose qui m'a brisé à l'intérieur. Parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là, quelque chose qui a tout changé. Gabriella ne me détestait pas pour ce que j'avais fait. Elle me détestait pour ce que je représentais. J'étais le passé de Robert. J'étais son histoire, sa racine, sa mémoire, et elle voulait construire un avenir où je n'existais pas, où Robert lui appartenait seulement, où rien ne lui rappelait qu'avant elle, il y avait une vie, une maison, un amour qui n'incluait pas son nom. Et puis j'ai compris autre chose. J'avais tout permis. Chaque humiliation, chaque affront. Chaque fois que je me suis fait plus petite, chaque fois que j'ai gardé le silence, chaque fois que j'ai accepté d'être invisible, j'ai appris à Gabriella qu'elle pouvait me traiter de cette façon. Je lui ai appris que ma place n'était pas précieuse. Je lui ai appris que je n'étais pas précieuse. Et pire que tout, j'ai appris à mon fils que c'était acceptable. Je me suis assise à côté de Robert. Il avait toujours le visage dans ses mains. Fils, ai-je dit doucement. Lève la tête. Il l'a fait. Ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne sais pas quoi faire, maman. Je l'aime, mais je ne peux pas la laisser te traiter comme ça. Je sais. Que dois-je faire? Et là, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Une décision que j'évitais depuis des mois. Une décision qui faisait mal, mais qui était nécessaire. Robert, je vais partir. Quoi? Non, maman. Non. Écoute-moi. Gabriella a raison sur un point. C'est ta vie, ton mariage. Et tant que je serai ici, tu ne pourras rien construire. Il y aura toujours cette tension, ce ressentiment. Mais c'est ta maison. C'était ma maison, ai-je dit, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. C'était ma maison avec ton père. C'était ma maison quand tu étais petit garçon. Mais ce ne l'est plus. Je ne peux pas continuer à vivre là où je ne suis pas la bienvenue. Je te veux ici. Je sais, fils, mais ce n'est pas suffisant. Robert a pleuré. Mon fils fort, mon ingénieur, mon homme de 33 ans a pleuré comme un enfant. Et j'ai pleuré aussi,
mais en silence, parce que certaines larmes sont si profondes qu'elles ne font aucun bruit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. J'ai regardé ma chambre. Les murs que je connaissais par cœur. La fenêtre d'où je regardais Robert grandir. Le lit où Henri m'avait tenu pour la dernière fois avant de mourir. Le pot de géranium rouge que j'avais sauvé de la poubelle. Et mon tablier brodé suspendu au dossier de la chaise. Je l'ai pris dans mes mains. J'ai passé mes doigts sur la broderie que ma mère avait faite de ses propres mains. Une broderie de fleurs bleues et d'oiseaux rouges. Une broderie qui avait plus de 40 ans. Une broderie qui avait survécu à tout. Et j'ai compris. Je n'étais pas ce tablier. Le tablier n'était que du tissu, des fils, des souvenirs. Mais moi, j'étais plus que ça. J'étais Shirley Miller, 62 ans, une veuve, une mère, une femme, et j'étais toujours en vie. J'avais toujours une voix. J'avais toujours une dignité. Et je n'allais pas continuer à mendier une place à n'importe quelle table. Le lendemain, Gabriella est revenue. Elle est entrée sans dire bonjour. Elle est allée directement dans la chambre avec Robert. J'ai entendu des voix basses, puis le silence. Puis Robert est sorti, m'a regardé, et a quitté la maison sans rien dire. Gabriella est restée. Elle s'est versée du café. Elle s'est assise dans le salon. Elle m'a regardé, as-tu décidé si tu partais enfin? Je l'ai regardée dans les yeux, oui, je pars. Elle a souri, un sourire de victoire, bien. C'est pour le mieux. Mais je n'ai pas détourné le regard. Et dans mon silence, il y avait quelque chose qu'elle n'attendait pas. La paix. Parce que je ne partais pas vaincu. Je partais la tête haute. Je partais parce que j'avais décidé, pas parce qu'elle m'avait mise à la porte, parce que j'ai choisi ma dignité plutôt que les miettes d'affection qu'il me jetait. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. J'ai changé. Et Gabriella ne savait toujours pas que la vie a une manière de collecter les dettes, que l'univers a une mémoire, et que personne, absolument personne, ne s'en sort à bon compte pour toujours. Il y a une différence entre partir et être expulsé. J'ai appris cette différence dans les jours qui ont suivi. Le matin après ma décision, je me suis réveillé tôt. La maison dormait encore. J'ai mis mon tablier, comme je l'avais fait depuis 40 ans, et je suis descendu à la cuisine. J'ai fait du café à la cannelle, non pas parce que quelqu'un l'avait demandé. Je l'ai fait pour moi parce que cette odeur de cannelle, cette vapeur qui remplissait la cuisine, ce rituel, était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever. Je me suis assise à la petite table de la cuisine, celle qui avait toujours été mon coin, et j'ai bu mon café lentement. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait juste à se lever. La terrasse qui était autrefois pleine de plantes n'était plus que du béton et de la négligence. Mais même ainsi, quelque chose de vert pointait entre les fissures. De la menthe sauvage survivant là où personne ne s'en souciait. Comme moi, ai-je pensé. Gabriella est descendue 1 heure plus tard. Elle m'a vu dans la cuisine et a froncé les sourcils. Que fais-tu debout si tôt? Je bois mon café. As-tu encore fait cette odeur? Je t'ai dit 1000 fois que je n'aimais pas ça. Ça me donne mal à la tête. J'ai pris une autre gorgée, c'est la dernière fois. Elle est restée silencieuse. Puis elle a souri, as-tu déjà une date de déménagement? Cette semaine? Où vas-tu? Cela ne te regarde pas. Son sourire s'est effacé. Elle n'était pas habituée à ce que je lui réponde comme ça, avec cette attitude. Shirley, je comprends pourquoi personne ne veut de toi dans les parages. Je me suis levé lentement. Je l'ai regardé dans les yeux, Gabriella, durant ces 3 années, je me suis fait petite pour que tu puisses te sentir grande. J'ai gardé le silence pour que tu puisses parler. J'ai disparu pour que tu puisses briller. Mais c'est fini. Je pars, mais pas parce que tu m'as mise à la porte. Je pars parce que j'ai décidé de le faire. Je pars parce que je mérite un endroit où ma présence n'est pas un inconvénient. Et un jour, j'espère, il ne sera pas trop tard, tu comprendras que les gens ne sont pas des meubles que l'on déplace quand on ne les aime plus. Gabriella est devenue pâle, tu me menaces. Non, je te vois juste. Vraiment te voir? Et ce que je vois, c'est une femme qui croit que l'amour se gagne en détruisant les autres. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça, ma fille. L'amour n'est pas un territoire que tu conquiers.
C'est un jardin que tu cultives. Et toi? Tu ne sais qu'arracher les choses. Je suis sorti de la cuisine. Gabriella est restée immobile. Pour la première fois en 3 ans, j'avais parlé, et ma voix n'avait pas tremblé. Les quelques jours suivants furent étranges. Robert n'était pratiquement pas à la maison. Il partait tôt, rentrait tard, évitait mon regard. Je savais qu'il souffrait. Je savais que ma décision le déchirait. Mais je savais aussi qu'elle était nécessaire. J'ai commencé à faire mes cartons. Je n'avais pas grand-chose. Toute une vie tenait dans 3 cartons. Des vêtements, quelques photographies, le rosaire de ma mère, les livres qu'Henri m'avait offerts, et mon tablier. Je les pliais soigneusement et je les plaçais au-dessus comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse. Un après-midi, en rangeant mes affaires, j'ai trouvé une vieille lettre au fond d'un tiroir. C'était de la part d'Henri. Il me l'avait écrite quand Robert avait 5 ans, et que j'étais malade d'une pneumonie. L'écriture tremblante disait, « Shirley, mon amour, je ne sais pas écrire de belles choses, mais je veux que tu saches que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Si quelque chose m'arrive, prends soin de notre fils et prends soin de toi-même parce que tu vaux plus que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. » Henri, ai-je pleuré? J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour Henri, pour Robert, pour moi. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu et pour tout ce que je laissais partir. Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai essuyé mes larmes, rangé la lettre et continué à faire mes cartons. Le mercredi soir, Robert a frappé à la porte de ma chambre. « Maman, je peux entrer ?»« Bien sûr, fils. » Il est entré lentement. Il a vu les cartons, ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne veux pas que tu partes. »« Je sais. Pourquoi ne pouvons-nous pas arranger ça? Nous 3 en tant que famille. » Je me suis assise sur le lit. Je lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. « Robert, te souviens-tu quand tu avais 8 ans et que tu t'es battu à l'école? C'était un plus grand garçon. Il embêtait tes amis et toi. Et toi? Tu l'as affronté. Tu es rentré avec un œil au beurre noir et une chemise déchirée. Et je t'ai dit, fils, il est correct de se défendre. Il est correct de poser des limites, mais il est aussi correct de s'éloigner des combats qui ne mènent nulle part. » Robert a écouté en silence. « Ce qui se passe ici est un combat qui ne mène nulle part. Chaque jour est un champ de bataille. Chaque repas est tendu. Chaque mot est une blessure. Et moi je n'ai plus la force pour ça. Mais je peux changer les choses. Je peux parler à Gabi. Je peux. » Non, fils. Tu ne peux pas changer ce que Gabriella ressent. Et tu ne peux pas la forcer à m'aimer. L'amour ne se force pas. Le respect ne se mendie pas. Et je suis fatigué d'être l'inconvénient dans ma propre maison. Robert a posé sa tête sur mon épaule comme quand il était petit garçon. « Tu vas me manquer. Et toi à moi, chaque jour de ma vie. » Nous sommes restés comme ça, à nous embrasser en silence. Un silence qui disait tout ce que nous ne pouvions pas exprimer par des mots. « Où vas-tu aller ?» a-t-il finalement demandé. Marie-Lou a proposé que je reste avec elle temporairement. Sa maison est grande. Elle vit seule depuis le décès de son mari. Je vais chercher du travail, peut-être m'occuper d'enfants ou aider dans la maison de quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux prendre soin de moi. Laisse-moi t'aider avec de l'argent, s'il te plaît. Robert, s'il te plaît. Maman, c'est le moins que je puisse faire. J'ai hoché la tête parce que je savais qu'il avait besoin de sentir qu'il pouvait aider, qu'il pouvait faire quelque chose. Mais à une condition, ai-je dit, je ne veux pas que Gabriella sache où je vais. Je ne veux pas de visite de pitié. Je ne veux pas que tu viennes parce que tu te sens coupable. Si tu viens me voir, que ce soit parce que tu le veux, parce que je te manque, pas par obligation. Robert a hoché la tête, bien que je sache que c'était difficile pour lui. Il s'est levé. Il m'a embrassé sur le front comme j'avais l'habitude de l'embrasser quand il était petit. « Tu seras toujours la femme la plus forte que je connaisse, » a-t-il dit, et il a quitté la chambre. Je suis resté assise sur mon lit, regardant les cartons, sentant que je disais adieu à toute une vie. Le samedi matin, l'heure est venue pour moi de partir. J'ai mis mes plus beaux vêtements, une robe bleue qu'Henri m'avait offerte il y a des années. J'ai soigneusement coiffé mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres parce que je n'allais pas quitter cette maison comme une mendiante.
J'allais partir comme ce que j'avais toujours été, une femme de dignité. J'ai mis mon tablier sur la robe. Une dernière fois, j'ai descendu les cartons un par un. Robert m'a aidé à les charger dans le taxi que j'avais appelé. Gabriella n'est pas sortie de sa chambre. Elle n'a même pas dit au revoir, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Avant de monter dans le taxi, j'ai regardé la maison. La maison où je m'étais marié, la maison où mon fils était né, la maison où Henri était mort, la maison où j'avais été heureuse, et où j'avais aussi été la femme la plus invisible du monde. Adieu, ai-je murmuré. Robert m'a serré fort dans ses bras comme s'il ne voulait jamais me lâcher, je t'aime, maman. Et toi, mon fils, toujours, peu importe quoi. Je me suis détaché. Je suis monté dans le taxi. Robert est resté sur le trottoir à me regarder partir. Et moi je n'ai pas regardé en arrière parce que je savais que si je le faisais, je n'aurais pas la force d'avancer. Le taxi s'est éloigné. Les rues défilaient devant mes yeux comme un film flou. Je connaissais tout. La boulangerie où j'achetais des petits pains à la cannelle. L'église où j'avais fait baptiser Robert. Le parc où je l'emmenais jouer quand il était petit. Le marché fermier où j'achetais des légumes. Toute ma vie était dans ces rues et maintenant je les laissais derrière moi. Nous sommes arrivés à la maison de Marie-Lou. Elle m'attendait à la porte. Quand elle m'a vu, elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, je me suis autorisé à pleurer. Je me suis autorisé à être vulnérable. Je me suis autorisé à être faible. Ta maison, douce Shirley, a-t-elle murmuré à mon oreille. Ta maison. Mais ce n'était pas ma maison, et je le savais. Les premiers jours furent les plus difficiles. Je me réveillais la nuit et je ne reconnaissais pas le plafond. J'entendais des bruits étranges. Ma fenêtre, mon lit, ma routine me manquaient. Robert me manquait. Le poids du silence dans mon ancienne maison me manquait même. Marie-Lou était un ange. Elle me préparait du thé. Elle me tenait compagnie. Elle me laissait pleurer quand j'avais besoin de pleurer. Elle ne posait pas de questions. Elle était juste là. Un après-midi, tout en prenant le café sur son petit Porsche, elle m'a dit, « Shirley, sais-tu quelle est la chose la plus difficile à propos de perdre quelque chose ? Tu penses avoir perdu l'objet, la maison, la personne, mais ce que tu as vraiment perdu, c'est la version de toi-même qui existait dans cet endroit. Et maintenant, il est temps de te réinventer. Et ça fait mal. » Elle avait raison. Je n'avais pas juste perdu ma maison. J'avais perdu mon identité. Pendant des années, j'étais la maman de Robert, la femme d'Henri, la belle-mère. Mais maintenant, qui étais-je ? Une nuit, j'ai sorti mon tablier. La broderie bleue et rouge brillait sous la lumière de la lampe. Je l'ai regardé pendant un long moment, et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je l'ai plié. Je l'ai mis au fond de ma valise, et je ne l'ai plus jamais porté. Parce que j'avais compris quelque chose. Ce tablier représentait tout ce que j'étais. La femme, la mère, celle qui servait, celle qui cuisinait, celle qui sacrifiait. Mais moi, je n'étais plus seulement ça. J'étais plus. Et j'avais besoin de découvrir qui était Shirley sans ce tablier. Shirley sans cuisine à entretenir. Shirley sans famille à nourrir. Juste Shirley. Et cette femme avait encore beaucoup à découvrir. Les semaines passèrent. Robert m'appelait tous les 3 jours. Des conversations brèves, maladroites, pleines de choses que nous ne pouvions pas dire. Il me demandait comment j'allais. Je demandais de ses nouvelles. Aucun de nous ne mentionnait Gabriella. C'était comme si elle était un fantôme entre nous. J'ai trouvé un travail pour aider chez une famille. Rien de glamour. Cuisiner, nettoyer, s'occuper de 2 petits-enfants, mais l'argent était honnête. Et la dame, Madame Thompson, était gentille. Elle me traitait avec respect, et ça c'était plus que ce que j'avais eu depuis longtemps. Un après-midi, en préparant le dîner chez Madame Thompson, l'un des enfants, un petit garçon de 6 ans nommé Matthew, s'est approché de moi. « Shirley, as-tu des petits-enfants » La question m'a prise par surprise. « Non, chérie, pourquoi » Parce que la vie est parfois compliquée, a-t-il pensé un instant. Ma grand-mère vit loin, a-t-il dit. Mais quand elle vient, elle fait le meilleur chocolat chaud du monde.
Sais-tu faire du chocolat chaud? J'ai souri, oui, je sais faire du chocolat chaud. M'apprendras-tu? Et là, dans cette cuisine qui n'était pas la mienne, avec ce garçon qui n'était pas mon petit-fils, j'ai commencé à lui apprendre à faire du chocolat chaud. Je lui ai appris à remuer la cuillère en cercle, à le goûter pour voir s'il avait besoin de plus de sucre, à souffler dessus pour ne pas se brûler. Et pendant que je le faisais, j'ai senti quelque chose d'étrange. J'ai senti que je guérissais parce que j'ai réalisé que ma valeur n'était pas d'être la mère de Robert. Ma valeur n'était pas de vivre dans cette maison. Ma valeur n'était pas d'être acceptée par Gabriella. Ma valeur était dans ce que je pouvais donner, dans ma patience, dans ma sagesse, dans ma capacité à aimer, même quand j'avais été blessé. Cette nuit-là, Madame Thompson m'a payé et m'a fait un câlin. Shirley, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les enfants t'adorent, et moi aussi. J'ai quitté cette maison en me sentant légère, comme si j'avais laissé tomber un poids que je portais depuis des années. J'ai marché dans les rues pour retourner à la maison de Marie-Lou. L'air frais caressait mon visage. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Et j'ai pensé à Gabriella. J'ai pensé à sa victoire. J'ai pensé à comment elle avait obtenu ce qu'elle voulait, en m'éloignant de la maison, en gardant Robert, en ayant sa famille parfaite. Et je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la pitié parce que la vie a une manière particulière d'enseigner et les leçons les plus dures sont pour ceux qui croient qu'ils peuvent construire leur bonheur sur la douleur des autres. J'avais perdu ma maison. J'avais perdu ma place à côté de mon fils. J'avais apparemment tout perdu. Mais en réalité, j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. J'avais gagné ma dignité. J'avais gagné ma voix. J'avais gagné la capacité de me regarder dans le miroir et de me reconnaître. Et personne, absolument personne, ne pouvait m'enlever ça. La vie me réservait encore de voir que les comptes en suspens sont toujours réglés et que l'univers a une mémoire, mais que cela viendrait plus tard. Je me demande encore si j'ai bien fait. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des moments dans la vie où tout devient clair, comme quand l'eau boueuse se calme et que vous pouvez enfin voir le fond. 3 mois ont passé depuis que j'ai quitté la maison. 3 mois durant lesquels j'ai appris quelque chose de fondamental, la paix n'est pas l'absence de problème. La paix est l'absence de guerre interne. Je ne me battais plus avec moi-même. Je ne me réveillais plus en me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas suffisante, comment j'aurais pu éviter tout ce qui s'était passé. J'existais simplement, et c'était suffisant. Ma routine était simple. Je me levais tôt, j'allais chez Madame Thompson, je m'occupais de Matthew et de sa sœur Sophia, je cuisinais, nettoyais, et je retournais chez Marie-Lou. L'après-midi, nous nous asseyions sur le porche pour prendre le café et parler de la vie. Parfois, nous ne parlions de rien. Nous étions juste là, 2 femmes âgées qui avaient survécu à tant de choses, profitant du silence confortable. Robert continuait à m'appeler. Au début, tous les 3 jours, puis chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, et j'ai compris que c'était ainsi que les choses allaient. La vie continuait. Il avait son mariage, son travail, son monde, et moi j'avais le mien. Dans nos appels, il ne mentionnait jamais Gabriella, et je ne demandais jamais. J'avais décidé quelque chose d'important, je n'allais pas être le problème dans son mariage. Je n'allais pas être la belle-mère amère qui parle mal de sa belle-fille. Je n'allais pas être la raison de leur dispute. Que leur mariage fonctionne ou non, c'était leur histoire, pas la mienne dorénavant. Un après-midi d'octobre, Robert m'a appelé avec une voix étrange. « Maman, peux-tu venir me voir ?»« Bien sûr, fils. »« Quand ? Est-ce que maintenant, ça va ?» Quelque chose dans sa voix quand je l'ai vu sortir de la voiture, j'ai remarqué qu'il avait perdu du poids. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Ses vêtements, toujours impeccables, étaient froissés. Il m'a serré fort dans ses bras comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce qui s'est passé, Robert ?» Nous nous sommes assis sur le porche de Marie-Lou. Elle, avec sa sagesse de femme âgée, nous a laissés seuls. Robert a mis du temps à parler. Il regardait ses mains, nerveux. « Maman, je pense que j'ai fait une erreur. » Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Gabriella, ce n'est pas la femme que je pensais qu'elle était. Ou peut-être qu'elle l'est, et que je ne voulais pas le voir. Qu'est-ce qui s'est passé après ton départ ? Je pensais que tout irait bien, que nous serions enfin heureux, que nous construirions notre vie ensemble sans tension, sans problème.
Mais sa voix s'est brisée, tout a empiré. Maintenant, c'est moi le problème. Je ne gagne pas assez d'argent. Je ne fais pas assez attention. Je ne suis pas romantique. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas cela. Chaque jour est une plainte. Chaque nuit est une dispute. Je suis désolé, fils. Le pire, c'est que maintenant je comprends tout ce qu'elle t'a fait. Tout ce qu'elle t'a dit. Et j'ai honte. J'ai honte que cela m'ait pris si longtemps pour le voir. J'ai honte de t'avoir laissé seul. Des larmes ont coulé sur son visage. Robert, ai-je dit doucement. Regarde-moi. Il a levé la tête. Tu n'es pas responsable de ce que Gabriela a fait, mais tu es responsable de ce que tu fais maintenant. Comprends-tu? Il a hoché la tête. Que dois-je faire? Et là, à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Je pouvais lui dire ce qu'il voulait entendre. Laisse-la. Reviens vers moi. Elle ne te mérite pas. Je pouvais nourrir sa douleur, sa confusion, sa culpabilité. Ou je pouvais faire ce qu'une mère fait vraiment, l'aider à trouver sa propre réponse. Robert, je ne peux pas te dire quoi faire de ton mariage. C'est ta décision. La seule chose que je peux te dire, c'est ceci, ne reste nulle part où tu dois te faire petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. N'accepte pas des miettes d'amour quand tu mérites tout le festin. Et ne confonds pas l'amour avec la peur d'être seul. Penses-tu qu'elle m'aime? Je pense que Gabriela aime l'idée de ce que tu représentes. La sécurité, le statut, une maison. Mais aimer une personne c'est différent. Cela implique le respect, l'admiration, le soin. Cela implique de vouloir voir l'autre personne grandir, pas lui couper les ailes. Robert est resté silencieux pendant un long moment. Maman, me pardonnes-tu pour? Pourquoi? Pour ne pas t'avoir défendu. Pour l'avoir laissé te traiter comme ça? Pour t'avoir laissé partir? J'ai posé ma main sur la sienne. Robert, il n'y a rien à pardonner. Tu es mon fils. Je t'aime. Et je sais que tu as fait de ton mieux avec les informations que tu avais à l'époque. Nous faisons tous des erreurs. L'important n'est pas d'éviter de les faire. L'important est d'en tirer des leçons. As-tu appris quelque chose de tout ça? J'ai souri, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de si quelqu'un me veut à sa table. J'ai appris que je peux survivre sans la maison que j'aimais tant. J'ai appris qu'à 62 ans, je peux encore me réinventer. Et j'ai appris que le vrai amour ne se mendie pas. Il est donné librement. Ou ce n'est pas de l'amour. Robert m'a serré à nouveau dans ses bras. Tu me manques, maman. Et toi à moi, mon fils. Mais je vais bien. Vraiment, je vais bien. Il est resté un peu plus longtemps. Nous avons pris le café. Je lui ai raconté pour Mathieu et Sophia, pour mon travail, pour Marie-Lou. Il m'a parlé de son travail, de ses projets. Nous n'avons pas mentionné Gabriela. Quand il est parti, je l'ai regardé s'éloigner dans la rue. Et j'ai senti quelque chose d'étrange. Je ne ressentais pas de pitié. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de culpabilité. Je ressentais de l'espoir. L'espoir que mon fils trouverait son chemin. L'espoir qu'il apprendrait ce qu'il avait besoin d'apprendre. L'espoir qu'un jour il serait libre. Cette nuit-là, j'ai sorti mon tablier du fond de ma valise. Je l'ai étalé sur le lit. J'ai passé mes doigts sur la broderie de ma mère, les fleurs bleues, les oiseaux rouges, les fils qui avaient survécu à tant d'années. À tant de lavage, à tant de vie. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce tablier ne me faisait plus mal. Il ne représentait plus tout ce que j'avais perdu. Maintenant, il représentait tout ce que j'avais survécu. Ma mère l'a brodé quand elle était jeune. Elle l'utilisait pour cuisiner pour mon père, pour mes frères et sœurs, pour moi. Puis je l'ai utilisé pour cuisiner pour Henri, pour Robert, pour tous les dimanches en famille, pour tous les dîners de fête. Et maintenant que ce tablier se repose, comme moi, comme mon besoin de servir pour être aimé, comme mon besoin de cuisiner pour être valorisé, je ne l'ai pas jeté. Je n'allais jamais le jeter, mais je n'allais plus le porter non plus. Je l'ai rangé soigneusement. Je l'ai enveloppé dans du papier de soie. Je l'ai mis dans une boîte avec les photographies d'Henri, la lettre qu'il m'avait écrite, le rosaire de ma mère. C'étaient des souvenirs, de beaux souvenirs. Mais ils n'étaient plus mon identité.
J'étais Shirley Miller, et j'écrivais toujours mon histoire. Au cours des mois suivants, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Madame Thompson m'a demandé de lui apprendre à faire mon chili. Puis elle m'a demandé si je pouvais le faire pour une fête qu'elle organisait. Puis une amie à elle m'a demandé de cuisiner pour son anniversaire. Sans le planifier, sans le chercher, j'ai commencé à cuisiner pour des événements, des petits, rien de grand. Mais c'était à moi. C'était ma décision, mon temps, ma créativité. Et pour la première fois depuis longtemps, cuisiner ne ressemblait pas à une obligation. Cela ressemblait à un cadeau que je choisissais de donner. Un après-midi, Marie-Lou m'a dit, « Shirley, te rends-tu compte de ce qui se passe? » Quoi? Tu t'épanouis. Comme ces plantes que tu avais et que Gabriella a jetées à la poubelle. Tu t'épanouis dans un nouveau sol. Et elle avait raison. J'avais perdu ma maison. Mais j'avais trouvé mon chez-moi. Et ce chez-moi n'était pas un endroit. C'était moi-même. Je ne savais pas ce qui allait se passer avec Robert et Gabriella. Je ne savais pas s'il allait rester ou partir. Je ne savais pas si elle allait changer ou empirer. Mais je savais quelque chose avec une certitude absolue, la vie a une mémoire. L'univers collecte ses dettes. Et personne qui construit son bonheur sur la douleur des autres ne finit bien. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Je devais juste vivre. Bien vivre. Vivre avec dignité. Vivre en paix. Et le reste se résoudrait tout seul parce que c'est ainsi que la vérité fonctionne. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas violent. Ce n'est pas immédiat. C'est silencieux. C'est patient. C'est inévitable. Et je pouvais attendre. La vie n'a pas besoin de notre aide pour rendre justice. Elle a juste besoin de temps. 6 mois de plus ont passé, presque 1 an depuis que j'ai quitté cette maison. Ma vie avait trouvé un rythme calme. Je travaillais du lundi au vendredi avec Madame Thompson. Les samedis, je cuisinais pour de petits événements. Les dimanches, j'allais à l'église avec Marie-Lou, puis nous nous promenions au marché fermier. Mon compte bancaire avait des économies, modestes, mais les miennes. J'avais commencé à rêver de louer un petit appartement, quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Robert me rendait visite toutes les 2 semaines. Je ne lui demandais jamais directement au sujet de Gabriella, mais je pouvais voir dans ses yeux que les choses n'allaient pas bien. Il était plus mince, plus calme, plus soumis jusqu'à un jour de mars. Il a frappé à ma porte à 22 heures. Marie-Lou a ouvert. Il était là avec une valise à la main, « Puis-je rester ici ce soir ?» Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai préparé du thé à la camomille. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, « Je suis parti », a-t-il dit finalement. Pour combien de temps? Pour toujours. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était de la tristesse. Tristesse pour mon fils, pour son mariage brisé, pour ses rêves détruits. Que s'est-il passé? Robert a pris une profonde inspiration, « Maman, je lui ai tout donné. Tout ce que je pouvais donner. J'ai travaillé en double poste pour lui acheter la voiture qu'elle voulait. J'ai changé de travail pour gagner plus. Je l'ai emmené en voyage. Je lui ai donné tout mon salaire. J'ai arrêté de voir mes amis parce qu'elles disaient que je passais trop de temps hors de la maison. J'ai arrêté de faire de l'exercice parce qu'elles disaient que ça prenait du temps sur elles. Je me suis fait petit, et plus petit jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, et ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose de plus. Il y avait toujours une plainte. Il y avait toujours une raison pour laquelle je n'étais pas assez. Et aujourd'hui elle m'a dit quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que j'aurais dû épouser quelqu'un avec de l'argent, pas toi. J'ai perdu mon temps. Le silence a rempli la cuisine. Et à ce moment-là, Robert a continué, je me suis souvenu de quelque chose que tu m'avais dit il y a des mois. De ne rester nulle part où tu dois te faire petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Et j'ai compris. J'ai compris que je me faisais petit depuis des années. Et elle n'allait jamais se sentir grande parce que son vide n'a pas de fond.
J'ai posé ma main sur la sienne, et comment te sens-tu? Triste, effrayé, mais aussi libre. C'est bien, fils. C'est très bien. Il s'est endormi sur le canapé de Marie-Lou cette nuit-là. Je suis resté éveillé à regarder par la fenêtre, en pensant à tout ce qui s'était passé. Et je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti que j'avais gagné. Je ressentais seulement une profonde compassion pour Gabriella parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle avait gardé la maison. Elle s'était débarrassée de moi. Elle avait eu Robert pour elle toute seule. Et même ainsi, elle n'avait pas été heureuse. Parce que le bonheur ne se construit pas en détruisant les autres. Le bonheur ne se trouve pas dans le contrôle. Le bonheur n'existe pas dans le vide laissé par un amour abusé. Les semaines suivantes furent difficiles pour Robert. Il a demandé le divorce. Gabriella ne l'a pas accepté au début. Elle l'appelait en pleurant, puis en criant, puis en menaçant, puis en suppliant. Mais Robert est resté ferme. Un après-midi, mon fils m'a appelé depuis son travail. « Maman, peux-tu croire que Gabriella est venue me chercher au bureau aujourd'hui? Elle a fait une scène devant tous mes collègues. Elle disait que je l'abandonnais, que comment je pouvais lui faire ça, qu'elle avait tout donné pour moi. Et qu'as-tu fait? » J'ai calmement pris ses affaires et je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. « Gabriella, tu n'as rien donné pour moi. Tu as pris mon temps, ma paix, ma dignité, et maintenant j'ai besoin de les récupérer. Je suis fier de toi. » Elle m'a dit quelque chose d'étrange. « Maman. » Quoi? Elle a dit, « Ta mère t'a mis des idées dans la tête. Elle a détruit notre mariage. » Et je lui ai répondu, « Non, Gabriella. Tu as détruit notre mariage le jour où tu as crié après ma mère pour qu'elle aille manger dans la cuisine. Ce jour-là, j'ai compris avec qui j'étais marié. Il m'a juste fallu du temps pour avoir le courage de l'accepter. J'ai fermé les yeux, non pas par douleur, mais par soulagement. Tu sais quelle était la partie la plus triste, maman, a continué Robert. Quand je lui ai dit ça, elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas montré de remords. Elle a juste dit qu'elle le méritait. Elle était un inconvénient. Et là, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas moyen de construire quoi que ce soit avec quelqu'un qui ne peut pas voir les dégâts qu'il cause. 2 mois plus tard, Robert m'a dit que Gabriella avait dû vendre la maison. Elle ne pouvait pas se le permettre toute seule. Sa famille, cette famille qui remplissait ma salle à manger et qui n'a rien dit quand j'ai été humilié, ne l'a pas aidée non plus. Chacun avait ses propres problèmes. Elle a déménagé dans un petit appartement toute seule. Robert a commencé à guérir lentement. Il a emménagé dans son propre appartement. Il a recommencé à faire de l'exercice. Il a recommencé à voir ses amis. Il a recommencé à sourire. Et moi je continuais ma vie, calme, sereine, en paix. Un jour de novembre, presque 2 ans après ce dîner, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Gabriella, Shirley? Oui. Qui parle? C'est Amelia, la mère de Gabriella. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je me souvenais parfaitement. Elle était l'une de ceux à cette table, l'une de ceux qui baissaient les yeux quand j'étais humilié. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te parler. Peut-être pouvons-nous nous rencontrer. Quelque chose dans sa voix semblait brisé. J'ai accepté. Pas pour elle, pour moi. Parce que j'avais appris qu'affronter les choses, les regarder droit dans les yeux, faisait partie de ma guérison. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Amelia avait vieilli. Elle avait plus de cheveux gris, plus de rides, plus de poids sur ses épaules. « Shirley, je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. « Commence par où tu as besoin. Je veux m'excuser. M'excuser de ne pas t'avoir défendu cette nuit-là. M'excuser de garder le silence. M'excuser de d'avoir élevé une fille qui peut être si cruelle. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Gabriella est seule, complètement seule. Elle n'a pas d'amis. Les quelques-uns qu'elle avait sont partis parce que c'est très difficile d'être près d'elle. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours une plainte. Toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour son malheur. Et je vois un vide en elle qui m'effraie. Pourquoi me racontes-tu cela? Parce qu'hier était son anniversaire. Elle a eu 33 ans. Et personne ne l'a appelée.
Pas ses frères, pas ses cousins, pas ses amis, juste moi. Et quand je suis allé lui rendre visite à son appartement, je l'ai trouvée assise sur le sol en train de pleurer. Et sais-tu ce qu'elle m'a dit? J'ai secoué la tête, elle m'a dit, « Maman, pourquoi personne ne m'aime ?» Et je ne savais pas comment lui répondre. Pourquoi? Parce qu'elle a chassé tout le monde elle-même, mais elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas voir quelle est la cause de sa propre solitude. Amélia a essuyé ses larmes, et puis j'ai pensé à toi, comment elle t'a traité, comment nous t'avons toutes traité. Et j'ai ressenti de la honte, une profonde honte parce que tu étais une bonne femme, une bonne belle-mère, et nous ne t'avons pas défendu. Nous t'avons laissé partir. Et maintenant je vois les conséquences. Gabriella sait-elle que tu es ici? Non. Elle croit toujours que tu es le problème. Que tu as pris Robert? Que tu? Elle a soupiré, ça ne sert à rien. Elle ne comprendra jamais. Nous sommes restées silencieuses, Amélia, ai-je dit finalement. J'accepte tes excuses, mais pas parce que j'ai besoin de les accepter pour guérir. J'ai déjà guéri. J'accepte tes excuses parce que je vois que tu en as besoin pour pouvoir avancer. Elle a hoché la tête, en pleurant, puis-je te donner un conseil? J'ai continué, s'il te plaît. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Gabriella doit toucher le fond. Elle doit faire face aux conséquences de ses décisions. Et seulement quand elle sera là, seule avec sa propre vérité, pourra-t-elle décider si elle veut changer ou non. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Tu as déjà fait ton travail de mère. Maintenant c'est à elle de faire son travail d'adulte. Amélia a pris ma main, merci. Vraiment, merci. Elle est partie et je suis restée assise dans ce café à boire mon café en regardant par la fenêtre et j'ai pensé à Gabriella seule dans son appartement sans la maison qu'elle voulait tant, sans le mari qu'elle a essayé de mouler, sans amis, sans famille pour la soutenir. Et je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la tristesse parce qu'elle avait voulu tout avoir si désespérément qu'elle a fini avec rien. Elle m'a crié un jour, vieille femme désordonnée, devant tout le monde. Elle m'a dit un jour que je n'étais pas sa famille. Elle m'a fait me sentir sans valeur un jour. Et maintenant, des années plus tard, elle faisait l'expérience de ce même vide, de cette même solitude, de ce même rejet. La vie collecte toujours ses dettes, mais ce n'est pas doux. Ce n'est pas triomphant. C'est simplement inévitable. Et moi, qui avais perdu tant de choses, j'avais gagné le plus important, ma dignité, ma paix, et la certitude que le vrai amour n'est jamais construit sur la douleur des autres. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit de dîner. 3 ans depuis que ma vie a changé pour toujours. Je suis assise dans mon petit appartement. Oui, j'ai enfin réussi à en louer un. C'est modeste. Une chambre, une cuisine, une salle de bain, mais c'est à moi. Les murs sont peints d'un jaune doux que j'ai choisi. Le rideau de la fenêtre a des fleurs brodées que j'ai faites les nuits où je ne pouvais pas dormir. Et sur le mur principal est suspendue une photographie d'Henri et Robert quand mon fils avait 5 ans. Tous les deux souriants, tous les deux heureux. À côté de moi sur la table est mon tablier. Ce tablier brodé par ma mère il y a plus de 40 ans. Je l'ai sorti il y a quelques jours, non pas pour l'utiliser, juste pour le regarder, pour me souvenir. Ce tablier a vu toute mon histoire. Il a vu la jeune Shirley, nouvellement mariée, apprenant à faire des biscuits au beurre. Il a vu Shirley, la mère, préparant des biberons sans dormir. Il a vu Shirley, la veuve, pleurant tout en préparant le café pour un au lieu de 2. Il a vu Shirley l'humilier, le serrant entre ses mains tremblantes alors qu'on lui criait d'aller manger dans la cuisine. Et maintenant ce tablier se repose, comme moi, comme mon besoin de prouver ma valeur à quelqu'un. Ma vie est différente maintenant. Calme, simple, mais profondément mienne. Je travaille toujours avec Madame Thompson. Matthew a 9 ans maintenant, Sophia 7. Ils m'appellent « grand-mère Shirley », même si je ne suis pas leur grand-mère. Et quand ils le disent, je ressens une chaleur dans ma poitrine que je ne ressentais pas avant. Parce qu'avant, je cherchais l'amour dans des endroits où il n'existait pas. Maintenant, je le trouve dans des endroits inattendus, dans le sourire d'un enfant, dans le câlin de Marie-Lou, dans le « bonjour » du caissier de l'épicerie. Mon petit business de cuisine à domicile a grandi. Je ne cuisine plus seulement pour des événements. Maintenant,
Je vends de la nourriture sur commande 3 fois par semaine. Des tamales les lundis, du chili mijoté les jeudis, du porc effiloché les samedis. Je ne gagne pas beaucoup, mais je gagne assez. Et surtout, je gagne en dignité. Chaque dollar qui va dans mon compte est le mien. Personne ne me l'a donné. Personne ne me l'a donné par pitié. Je l'ai gagné. Parfois, quand je cuisine dans ma propre cuisine avec ma musique, à mon propre rythme, sans précipitation, sans peur, sans avoir à demander la permission, je pleure. Mais ce sont des larmes différentes. Ce sont des larmes de gratitude parce que j'ai tant perdu pour gagner ceci et que cela en valait la peine. Robert et moi nous voyons chaque semaine. Il guérit toujours. Il n'a plus ses cernes profonds et sombres. Il ne marche plus voûté. Il ne s'excuse plus d'exister. Il me parle de sa vie, de son travail, d'une fille qu'il a rencontrée il y a quelques mois. Nous sommes juste amis, maman, me dit-il avec ce sourire timide. Mais je vois dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De l'espoir. Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça, maman, m'a-t-il dit dimanche dernier alors que nous mangions ensemble dans mon appartement. Que as-tu appris? J'ai appris que l'amour ne devrait pas faire mal. Que la paix n'est pas ennuyeuse, elle est nécessaire. Qu'être seul est mieux que d'être accompagné par quelqu'un qui te fait te sentir seul. Et j'ai appris que toi, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je ne suis pas courageuse, fils. J'ai juste survécu. Non, maman. Survivre, c'est rester en vie. Tu as fait plus que ça. Tu t'es réinventé. À 60 ans, tu as recommencé à zéro. Sais-tu combien de personnes peuvent faire ça? Très peu. Ces mots m'ont rempli de quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la reconnaissance. La reconnaissance que ma douleur avait un but, que ma chute avait un sens, que mon ascension signifiait quelque chose. Parfois, je pense à Gabriella, non pas avec colère, non pas avec ressentiment, juste avec une profonde compassion. Robert me dit, parce qu'il a encore des contacts avec sa famille parfois, que Gabriella est toujours seule. Elle a changé de travail 3 fois en 2 ans, non pas parce qu'elle a été licenciée, mais parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elle n'aime pas. Il y a toujours un patron injuste, un collègue gênant, un environnement toxique. Et je comprends quelque chose que je ne comprenais pas avant. Gabriella n'est pas méchante. Gabriella est brisée. Et elle n'a jamais appris à guérir. Elle a appris à blâmer. Elle a appris à exiger. Elle a appris à prendre. Mais elle n'a jamais appris à donner. Elle n'a jamais appris que l'amour se cultive, et ne s'arrache pas par les racines. Est-ce que j'ai pitié d'elle? Oui. Est-ce que je souhaite que les choses soient différentes? Peut-être. Est-ce que je regrette d'être parti? Non, jamais. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental, tu ne peux pas te sauver en te sacrifiant. Tu ne peux pas trouver la paix en renonçant à toi-même. Tu ne peux pas être heureuse en étant invisible. Et j'ai été invisible pendant longtemps, trop longtemps. Il y a quelques mois, une femme est venue m'acheter des tamales. C'était sa première fois. Elle m'a dit qu'une amie les lui avait recommandés. Alors que je lui donnais sa commande, elle m'a demandé, « Fais-tu ça toute seule ?» Oui, madame, juste moi. Et comment s'appelle ton entreprise? Je me suis arrêté pour réfléchir. Je ne lui avais jamais donné de nom. C'était juste les tamales de Shirley. Mais à ce moment-là, quelque chose m'est venu à l'esprit, ça s'appelle le tablier rangement, ai-je dit. Elle a souri sans comprendre. Mais moi, j'ai compris. Le tablier rangé. Le symbole que je n'avais plus besoin de servir pour être aimé. Je n'avais plus besoin de cuisiner pour être valorisé. Je n'avais plus besoin de disparaître pour que les autres puissent briller. Maintenant, quand je cuisine, c'est parce que je le veux. Parce que j'en profite. Parce que c'est mon art, ma thérapie, mon cadeau au monde. Mais selon mes termes, à mon moment, dans mon espace. Il y a quelque chose que je veux dire à quiconque m'écoute en ce moment. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous avez l'impression d'être invisible dans votre propre maison, si quelqu'un vous fait sentir que vous gênez, que vous ne valez rien, que vous êtes trop ou pas assez, écoutez-moi bien, vous êtes digne non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Non pas pour ce que vous cuisinez, ce que vous nettoyez, ce que vous donnez,
ce que vous sacrifiez. Vous êtes digne simplement parce que vous existez. Parce que vous respirez. Parce que vous avez une histoire unique que personne d'autre ne peut raconter. Et si vous êtes dans une situation où votre voix, votre espace, votre dignité ont été enlevés, vous avez deux options, rester et vous faire de plus en plus petite jusqu'à disparaître, ou partir. Partir avec la peur, avec la douleur, avec l'incertitude, mais avec votre dignité intacte. Je suis parti. Et c'était la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Mais c'était aussi la plus courageuse. Ai-je tout compris? Non. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où ma maison me manque, des jours où je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté, si j'avais enduré un peu plus longtemps. Mais ensuite, je regarde autour de moi. Je regarde mon petit appartement rempli de paix. Je regarde mon commerce modeste mais honnête. Je regarde ma relation avec Robert, non plus tachée de culpabilité, mais avec un amour authentique. Et je sais que j'ai bien fait. Parce que la vie ne consiste pas à avoir la plus grande maison ou la famille la plus parfaite. La vie consiste à avoir la paix, et la paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve à l'intérieur. Il y a quelques jours, Marie-Lou m'a dit quelque chose de beau. Nous prenions le café sur son porche comme nous le faisons toujours les dimanches. Shirley, a-t-elle dit, quand tu es arrivé chez moi il y a 3 ans, tu ressemblais à un petit oiseau sans ailes, effrayé, blessé, perdu. Et maintenant je te regarde et je vois un aigle. J'ai ri, un aigle? Oh, Marie-Lou, tu exagères. Je n'exagère pas. Un aigle qui a dû apprendre à voler à nouveau. Qui a dû guérir. Qui a dû se souvenir qu'il avait toujours eu des ailes. Il avait juste oublié comment les utiliser. Et elle a raison. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié que je suis plus qu'une mère, plus qu'une femme, plus qu'une belle-mère. Je suis Shirley Miller, 65 ans, et j'ai encore beaucoup de vie devant moi. Si mon histoire a touché votre cœur, si à un moment donné vous vous êtes vu refléter en moi, si vous avez senti que vous n'étiez pas seul dans votre douleur, alors cette histoire a rempli son objectif. Parce que je n'ai pas raconté tout cela pour chercher la pitié. Je l'ai raconté pour donner de l'espoir. L'espoir que peu importe votre âge, vous pouvez toujours recommencer. L'espoir que la perte, bien qu'elle fasse mal, peut être le début de quelque chose de meilleur. L'espoir que la dignité n'est jamais perdue si vous la portez en vous. Et surtout, l'espoir que la vie rend justice. Peut-être pas quand nous le voulons. Peut-être pas comme nous l'attendons. Mais toujours la vérité finit par sortir. Et les gens qui aiment avec cruauté finissent avec la solitude qu'ils ont semée. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Je devais juste partir, guérir et bien vivre. Et ça a été la meilleure des vengeances. Bien que ce ne soit pas une vengeance, c'était la justice. La justice silencieuse de l'univers qui récompense ceux qui maintiennent leur dignité. Je termine cette histoire avec une réflexion, mon tablier est toujours rangé. Je ne le porte plus. Mais je ne l'ai pas jeté non plus parce qu'il représente une histoire. Et bien que cette histoire ait eu des chapitres douloureux, elle a aussi eu de beaux chapitres. Un jour, quand je ne serai plus là, ce tablier appartiendra à Robert. Et j'espère qu'il le donnera à sa fille s'il en a une un jour. Et j'espère qu'il lui racontera l'histoire de sa grand-mère. Non pas l'histoire de la femme qui a été humiliée, mais l'histoire de la femme qui s'est levée. Parce que c'est ce que nous sommes, des histoires. Des histoires de chute et de relèvement, de perte et de rencontre, de douleur et de guérison. Et mon histoire n'a pas fini cette nuit-là au dîner. Mon histoire commençait juste. Parce que parfois, pour vous trouver vous-même, vous devez d'abord vous perdre. Et je me suis perdu. Mais je me suis trouvé, et maintenant je suis plus moi que jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et frappez la cloche pour entendre plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.